Salut, c'est Valentine, je te souhaite la bienvenue sur Propulse, le podcast qui démystifie les parcours de leaders d'entreprises prestigieuses. Cette interview sera divisée en 3 parties. Décryptage de la carrière de l'invité, session questions-réponses rapides et conseils de l'invité. J'espère que cet épisode saura t'inspirer, te motiver et te donner les clés pour, à ton tour, propulser ta carrière. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut Kautar! Salut! Bienvenue sur Propulse. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Décryptage carrière. Kautar, la première question de ce podcast, c'est de te présenter de la manière que tu souhaites en terminant par ton job. Donc je m'appelle Kautar, j'ai 32 ans. J'habite à Hong Kong depuis 3 ans maintenant. Voilà, donc j'étais à Paris avant, j'ai grandi au Maroc et je travaille autant que consultante CRM dans un cabinet de conseil ici à Hong Kong pour des projets, que ce soit en Asie ou en France. Voilà. Peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que CRM veut dire, Customer Relationship Management. Exactement. Donc en fait, c'est tout ce qui concerne du coup la donnée client. C'est des outils en fait qui permettent de gérer en fait la base de données des entreprises de façon générale. Voilà. Ouais, après pour pouvoir prendre des décisions sales, marketing. Exactement. C'est un outil pour aider à la prise de décision pour l'entreprise. Et tu fais ça sur une industrie particulière ou tes clients sont assez variés? Non, en fait, dans le cabinet, c'est très très varié. Donc ça peut être dans le retail, comme ça peut être dans le bâtiment. C'est des domaines qui sont complètement différents. On intervient quasiment sur les mêmes problématiques, mais chez des clients différents et domaines différents. C'est super intéressant ça du coup. Oui, c'est intéressant de voir en fait différentes industries, de travailler avec différentes personnes parce que chaque industrie est différente en termes même de relationnel, de travail avec les personnes. Type de personnes. Ouais. Les problématiques sont les mêmes, mais tu les gères pas de la même manière et la finalité elle est aussi parfois un peu différente. Trop bien, merci pour cette introduction. Donc depuis le début, en sortie d'études, tu as toujours voulu être consultante en CRM? Alors pas du tout. Enfin, on va dire j'étais attirée un peu par la partie marketing, mais je connaissais pas du tout ce métier en fait, pour être honnête au début. Donc on parlait du conseil, mais c'était plus une vision. On me disait ouais en fait si tu fais du conseil, tu vas aller plus vite dans ta carrière. C'est la voie royale, c'est un peu ce qui se disait à l'époque. École de commerce, consulting, tu te fermes pas de porte. Exactement. Du coup, moi je voyais ça comme ça, je me dis en fait si je fais 2 ans dans le conseil, après je peux aller en interne avec un poste plus important que si je commençais directement à travailler chez une entreprise directement. Donc, mais je ne savais pas forcément quoi faire dans le conseil. Donc c'était vraiment une découverte et au fur et à mesure, je me suis un petit peu orientée en fonction de ce que j'aimais. Et du coup, si on dézoome un peu, comment t'en es arrivée à faire du conseil et encore plus du conseil en CRM? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et professionnel? Parce que je sais qu'il est très varié. Oui, c'est pas les parcours qu'on entend souvent, peut-être. J'ai commencé par, du coup, après mon baccalauréat, donc j'ai fait un DUT en marketing communication. Ce DUT-là, c'était au Maroc, du coup. Et puis, par la suite, je suis partie en France, où, du coup, j'ai fait une licence économie-gestion. Et puis, par la suite, pour le choix du master, je n'avais pas forcément, en fait, moi, une direction. Je ne savais pas du tout quoi faire comme parcours. Et c'était plus ce que mes amis allaient faire. Et puis, en fait, moi, j'ai fait pareil. T'as suivi les potes, quoi. C'était pas du tout les formations qui m'attiraient ou quoi. En fait, j'ai fait un master à l'université. C'était quoi le conseil nom du master et accompagnement du changement. Ok. Ah oui, donc tu avais quand même cette notion de conseil dès ton master, en fait. Oui, en fait, c'était mon master en vrai. Ouais. Okay. C'était mon master en vrai. Et en fait, à l'université, on nous conseillait beaucoup de faire ce master-là. Et du coup, j'ai fait ce master. C'était un master en France? Oui. Où ça? C'était à Paris 8. Descartes, non? Vincennes. Du coup, j'ai fait la 2e année du master en conseil et accompagnement du changement encore, mais c'était à Dauphine, du coup. Et donc, tu en as refait un autre après? Donc, après, j'ai fait un autre master. Juste un détail, parce qu'en fait, ce master-là, à Dauphine, j'avais fait en alternance. Du coup, c'était vraiment top parce que ça m'a permis de rentrer dans la vie professionnelle, en fait. C'était dans la partie système d'information. Donc, c'est là où je me suis dit,
Bon, peut-être que les systèmes d'information, ça peut être potentiellement intéressant d'aller vers ça. Donc j'ai postulé à un master entre l'ESSEC et Télécom Paris Tech en management des systèmes d'information. Et donc c'était aussi en alternance. Et du coup... Tu le faisais chez qui ton alternance ? Chez Vuitton, chez Louis Vuitton. En management des systèmes d'information. En management des systèmes d'information. Qui était d'ailleurs une excellente expérience parce que, en fait, moi, comme je disais, je voulais bien être dans le luxe. Et du coup, en fait, grâce au master... Ouais, voilà, grâce au master, j'étais très contente parce que, voilà, j'étais dans le luxe et tout. Et j'étais chez Vuitton. Donc, Vuitton, c'était quand même une boîte qui était assez avancée par rapport à d'autres boîtes de luxe. Que ce soit en termes de techno, de façon générale, c'est très avancé, en général par rapport à LVMH. Donc j'ai fait à peu près 1 an et demi d'alternance chez eux avec mon master. Et puis, en fait, après le master, du coup, j'avais fini mon contrat et j'ai commencé à chercher, du coup... du travail. J'ai commencé à chercher les cabinets de conseil. J'avais tellement d'offres. Je me suis dit, parce qu'il faut aussi remettre un peu dans le contexte. Aujourd'hui, tout ce qui est système d'information, c'est hyper développé. Mais là, on parle de ça il y a 10 ans, quelque chose comme ça. En fait, là, c'est en 2017. Ouais, donc non, pas tant que ça, mais bon, quand même. En 2010, quand même. Ça reste quand même un écosystème qui est hyper mouvant, qui est là aujourd'hui un des piliers des entreprises. Mais en 2017, ça l'était quand même un peu moins. Oui. Donc, en fait, donc toute personne qui avait cette compétence-là, elle était quand même beaucoup plus rare et très, très chassée, notamment dans les cabinets de conseil où en fait... c'est ça, en fait. Je pense qu'il y avait... beaucoup de missions. Oui, exactement. Je pensais que c'était comme ça le marché du travail, en fait, parce que j'arrivais, il y avait... en fait, je postulais, limite, je postulais pas. J'avais plein d'offres sur LinkedIn, je recevais plein de trucs, et mais voilà, je vais choisir, en fait. Je vais choisir, voilà, tranquille. Et donc, du coup, t'as choisi quoi ? J'ai fait pas mal d'autres entretiens dans d'autres cabinets, et j'étais prise pour IBM, donc dans le conseil. Donc, je suis IBM, c'est une grande entreprise, etc. Donc, je vais y aller. Et donc, j'ai commencé du coup à travailler dans le conseil chez eux. Autant que consultante, c'était dans la partie change management du coup. Et j'intervenais sur tout et n'importe quoi. Enfin, pas tout et... mais en fait, sur plein de... Super IBM. Non, mais je veux dire, c'était très diversifié en fait. Tu étais une consultante polyvalente. Voilà. Donc voilà, c'était très polyvalent. Je pouvais intervenir sur des sujets qui sont... Voilà, parce que je débutais, donc j'avais pas forcément une expertise dans une casquette. Et au final, ça te permet quand même d'intervenir sur plein de sujets différents. Ça te permet de, monter en compétences. En tout cas, voir un max de choses en un minimum de temps et du coup à la fois te permettre d'acquérir des nouvelles compétences et en même temps toi permettre de voir ce qui te plaît et ce qui te plaît pas aussi pour la suite. Après décider tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est ce qui s'est passé justement. J'avais une mission où je me suis dit en fait ça je peux pas faire. En fait, j'ai pas du tout envie de travailler dans ça et de faire des missions encore dans ce type de sujet. Donc pour moi, en fait, j'ai pu aussi faire un peu le tri en fait par rapport à ce que j'avais envie de faire, parce que dans le conseil, si en fait on dirige pas nous-mêmes en fait ce qu'on veut, en fait, on va se retrouver à faire des choses que personne ne veut faire, donc il y a plus de place. Voilà. Ouais, je comprends. Du coup, t'es resté combien de temps chez IBM ? 1 an et demi. En fait, ce qui était difficile, le passage entre Vuitton et IBM, c'était un vrai gap, en fait, en termes de culture d'entreprise. De culture d'entreprise, de quotidien, de projet. Donc, pour moi, Vuitton, c'était tellement super que quand je suis partie dans le conseil et j'intervenais sur les télécoms ou des choses comme ça, j'étais... Peut-être un peu moins sexy. Voilà. Donc ça met moins de paillettes dans tes yeux, quoi. Exactement. et du coup, en fait, je me suis dit non, mais je vais changer, etc. Donc, j'ai commencé à postuler. J'ai passé des entretiens dans des maisons de luxe, etc. Et j'étais prise dans une boîte de cosmétiques, groupe L'Occitane. Le groupe ? Ouais, pas la marque. Le groupe. Ouais, okay. Donc c'était... l'entreprise, en tout cas, elle est super, etc. Je crois qu'ils ont des belles valeurs, une bonne culture d'entreprise. Très belle... Ouais, exactement. Ils ont une très, très belle culture d'entreprise. Après, en fait, moi, j'étais dans une période un peu de... Pas perdue, mais je savais pas trop, en fait, si j'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix. Donc, j'étais pas forcément convaincue, on va dire, par ce poste-là. Et le poste, c'était quoi ? C'était chef de projet
Customer Service et CRM. Et puis après, j'ai passé 6 mois et en fin de période d'essai, du coup, en fait, avec l'entreprise, on a décidé de faire une rupture conventionnelle. Pas mal. Enfin, c'est rare les ruptures co, quand même. Ouais, en fait, parce que c'était une ouverture de poste. Et pour moi, j'étais pas forcément épanouie. Et eux, ils n'étaient pas forcément très satisfaits, on va dire, vu que j'étais pas forcément très investie, en fait. Donc voilà, donc pour ne pas que je me retrouve pas forcément dans une situation difficile, du coup on a fait, voilà, comme ça j'ai pu avoir mon chômage après. Du coup après ta rupture co chez L'Occitane, t'as rejoint une autre entreprise? Alors en fait pendant cette période-là, justement, pourquoi j'étais dans une période un peu de doute, parce que mon frère, en fait, il me proposait de travailler avec lui dans son entreprise, dans l'entrepreneuriat. C'est une entreprise de quoi qui est ton frère ? Du coup, c'est une entreprise d'organisation de matchs de football. Et du coup, en fait, il voulait que je travaille sur le développement des équipes féminines, parce que c'était un petit peu l'apparition, enfin, c'était avant la Coupe du Monde féminine, etc. Donc, il me proposait, en fait, viens travailler avec moi, etc. Donc, j'étais, oui, pourquoi pas, en fait, ça peut être intéressant. Donc, alors, quand on parle de développement des équipes féminines, c'est sur quel niveau ? C'est pas la construction des équipes, c'est pas le développement des joueuses, c'est vraiment l'événement, c'est l'organisation des matchs, c'est ça ? En fait, c'était toute la gestion, en fait, l'hôtel, le terrain, l'équipe, les contrats, les arbitres, tout ce qui concerne, en fait, tout ce qui est autour du match. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé avec lui. C'était une découverte parce que moi, j'ai toujours été dans un cadre un petit peu de salarié, de 9h à 18h, 19h. Donc là, c'était le soir, je pouvais travailler le soir, le week-end, j'ai pas d'horaire, c'est pas très clair, même en termes, c'était par commission, donc c'était pas forcément, t'avais pas un salaire, donc c'était des choses qui sont... C'est beaucoup plus flexible à tous les niveaux, quoi. Voilà, donc c'était tellement flexible que moi, en fait, j'ai eu un peu de mal en fait à m'adapter à cette situation-là. Après, c'était très bien parce que je voyageais quasiment tous les mois, j'étais avec les équipes, donc c'était intéressant de voir autre chose. Donc c'était pour moi, je me suis dit, en fait, le travail, il y a aussi, on peut travailler dans d'autres domaines et gagner de l'argent dans d'autres domaines. Donc c'était voilà. Mais après... Tu avais peut-être aussi besoin de sortir du salariat, de voir autre chose. Oui. Te stimuler sur d'autres compétences et un autre marché, quoi, en gros. Mais... Ouais, c'est parce ça. Que du coup, moi, je sais que tu es revenu... du coup, on sait tous que tu es revenu dans le consulting, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, en fait, j'ai passé les 2 ans. Après, c'était le Covid. Et pendant le Covid, en fait, l'événementiel, ça s'est arrêté. Et comme j'étais... quand je suis venue à Hong Kong, du coup, j'ai rejoint mon conjoint ici, à Hong Kong. Du coup, en fait, Hong Kong, tout était fermé. Donc, on ne pouvait pas voyager. Je ne pouvais plus forcément travailler, en fait, dans le foot. Et du coup, je commençais à repostuler dans le conseil. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une expérience internationale. Et du coup, j'ai repostulé, et j'ai retravaillé encore dans le conseil. Là, pour le coup, en tant que consultante spécialisée CRM. Là, c'était consultante gestion de projet. Okay. C'était pour un autre cabinet. Et du coup, c'était une mission un peu... j'ai pris parce que je voulais travailler en fait au plus vite. Donc, j'ai eu cette mission-là. Et je me suis dit, OK. Donc, je l'ai fait pendant 6 mois. Et après, j'ai été contactée par une autre boîte. Et du coup, j'ai arrêté le contrat avec l'autre entreprise. Tu étais chassée. Ouais, mais en fait, en quelque sorte, moi, je voulais arrêter parce qu'en fait, le projet sur lequel je travaillais ne me plaisait pas du tout. J'ai eu du mal à m'adapter. En fait, je pense qu'il s'est passé, c'est que le retour en fait au salariat et avec des horaires, et avec des managers, etc., j'avais beaucoup de mal en fait. Quand je suis revenue en fait dans le salariat, je me suis retrouvée un petit peu comme emprisonnée en fait. Et du coup, je me suis dit en fait non, c'est pas bon, je pouvais pas rester en fait dans le poste. J'étais pas du tout bien. Donc j'ai eu l'autre poste, chez le cabinet de conseil chez qui je suis actuellement.
C'était dans la formation, pour faire des formations, etc. Donc c'était quelque chose que j'aimais bien, où je passais du bon temps, donc voilà. Donc j'ai commencé à travailler chez eux, et donc c'est une boîte qui est beaucoup plus flexible en termes de mission, qui est là à l'écoute en fait des consultants pour savoir un peu vers où on veut se diriger, etc. En termes de choix de carrière et de projet que tu fais chez les clients. Ouais, okay. Donc ça, c'était vraiment bien parce que, en fait, j'étais motivée, je me donnais plus, etc. Donc un parcours très varié, très riche. Tu as fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de sujets, avec une partie... Enfin, c'est quand même super intéressant de se dire que tu commences ta carrière dans le salariat, que tu rejoins l'entrepreneuriat, qu'au final, tu reviens dans le salariat. Et que là, je crois qu'en plus de ton poste salarié, tu as un side project entrepreneurial. Donc j'ai la partie un peu entrepreneuriale qui est toujours là, parce que c'est quelque chose que je trouvais super, parce que on est libre en fait, et on peut faire des choses comme on veut. Mais c'est pas forcément les sources de revenus les plus stables, on va dire. C'est sûr. Tu veux nous parler rapidement peut-être de ton projet, ou pas spécialement, ou tu préfères le garder secret pour le moment? Donc en parallèle du coup de mon travail, je travaille sur le développement d'une marque de chaussures éco-responsable, où je travaille avec des artisans au Maroc pour les aider aussi à créer en fait, à leur créer du travail, des opportunités, mais aussi de travailler sur des matières qui sont naturelles, des choses comme ça. Donc donc c'est un projet. Donc c'est des chaussures en raffia. Voilà, c'est des chaussures en raffia. Et en pneus recyclés. Exactement, avec du pneu recyclé au niveau de la semelle, pour rendre un peu le produit vraiment éco-responsable. Voilà, donc la marque s'appelle Hi Hi. Au On cas fait ta où. petite pub à ce moment-là, bien sûr. Je mettrai évidemment les liens internet et Instagram de Hi Hi. Du coup, au travers de toutes tes expériences salariées et entrepreneuriales, est-ce que tu as aussi eu des moments de doute? Ça, du coup, j'imagine que oui, parce que tu as quand même pas mal changé de boîte. Comment tu as géré en fait ces moments de questionnement, de doute, de démotivation aussi dans tes postes? En fait, j'essayais de lire, j'essayais de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts, et puis en fait juste pour m'alimenter en fait, parce qu'autour de moi j'avais personne pour me conseiller, et en fait pratiquement tout le monde était salarié, et pour tout le monde c'était la bonne direction, donc j'avais pas forcément en fait de source en fait d'informations autour de moi, donc j'essayais de lire, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai compris que à chaque fois quand j'étais dans des postes qui me plaisaient pas, je savais qu'il fallait changer, mais je ne savais pas qu'il fallait aller vers où en fait. Donc oui, t'avais ce besoin de partir, oui, mais t'avais pas forcément d'idée claire de où est-ce que tu voulais emmener ta carrière. Exactement. Et du coup, ça s'est vraiment fait au fil des opportunités. Oui, quoi. Au fur et à mesure, en fait, la partie un peu marketing, CRM, j'aimais bien. Je trouvais que c'était des projets où j'étais plus épanouie, donc j'ai essayé de me diriger vers ça. Et du coup, tu disais que tu n'avais pas spécialement de personnes à qui discuter. Est-ce que tu as des mentors ou des inspirations professionnelles? Je n'ai pas directement en fait des mentors. J'ai pas eu la chance d'en avoir, peut-être parce que j'ai changé tellement de boîtes que je n'ai pas forcément rencontré, voilà. Mais par exemple, quand je vois mon frère, en fait, son évolution, etc., je me dis, voilà, c'est une inspiration aussi, parce que je peux voir l'évolution. Ton frère, il a créé plein de trucs. Donc, il a créé la partie foot, je crois qu'il crée une appli. Il a plein de projets différents. Exactement. Donc, en fait, oui, lui, c'est vraiment l'entrepreneuriat pur et dur. Mais voilà, en fait, on voit l'évolution, etc. Donc, c'est une inspiration. Après, j'ai pas forcément une personne, on va dire, que je suis. Ok. Quelle est pour toi la compétence professionnelle essentielle pour réussir dans une carrière? Il faut être patient, je pense. Ça, patient. Il faut s'adapter, en fait, à son environnement, parce que si on change de boîte, on a des collègues qui changent, voilà, donc il faut savoir s'adapter. Donc patience, adaptabilité. Est-ce que tu as une troisième compétence clé pour toi ou...
Curiosité. Ouais. Il faut être curieux, en fait, pour aller vers l'avant et vers ce qu'on a envie, en fait. Parce que sinon, on va se retrouver à faire des choses que les autres veulent qu'on fasse, en fait, finalement. Ouais, mais alors ça... Donc, après, on n'a pas toujours le choix, mais tant qu'on peut un peu creuser et savoir où aller, c'est toujours mieux. C'est pas facile, hein, en même temps, de définir sa carrière, de savoir où on veut aller, en fait, parce que je pense que bien souvent, on connaît pas un quart des métiers qui existent. Mais du coup, en faisant preuve de curiosité et en allant chercher, contacter peut-être des personnes sur LinkedIn ou je sais pas, en participant à des forums ou en écoutant des conférences, c'est vrai que là, on se rend aussi compte de tout ce qui peut se passer dans les boîtes et de tous les jobs qui existent. Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour justement soit développer sa carrière, soit développer ses propres compétences ou... Des ressources, ça peut être un livre, un podcast, un film, n'importe quoi. Pour développer sa carrière, moi personnellement, j'ai eu, par exemple, quand je travaillais sur la marque, Hi, du coup, en fait, j'essayais sur la partie réseaux sociaux, de comprendre en fait comment faire, par exemple, les ads, comment faire stratégie d'acquisition de clients potentiels, etc. Donc, je m'intéressais à ça. Mais c'était juste par des vidéos YouTube qui sont très bien, où j'ai appris énormément de choses. Et ça, par exemple, ça m'a aidé dans ma carrière. Dernière question de cette première partie. Donc, je vais te la poser, mais la réponse, je ne la laisserai pas dans le podcast. Je l'écrirai dans la newsletter du podcast. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Question-réponse rapide. Là, ça va aller assez vite. Je te pose des questions et tu réponds par la première réponse qui te vient à l'esprit. Okay. C'est parti. Bureau ou télétravail ? Télétravail. Une journée sans email ou une journée sans réunion ? Une journée sans réunion. Hard skills ou soft skills ? Soft skills. Être polyvalent ou être expert sur un sujet ? Expert. Prise de décision basée sur les données ou sur l'intuition ? L'intuition. Travailler sous pression ou à un rythme régulier ? Sous pression. Être le premier à arriver ou le dernier à partir ? Premier arrivé. Développement de carrière horizontal ou vertical ? Vertical. Networker sur LinkedIn ou en physique ? En physique. Travailler pour l'argent ou pour la passion ? Pour la passion. Apprendre une nouvelle compétence ou améliorer une compétence existante ? Travailler sur une nouvelle compétence. Risquer un échec ou ne jamais essayer ? Risquer un échec. Travailler avec des collègues compétents mais désagréables ou incompétents mais sympas ? Incompétent et sympa. Plan de carrière bien défini ou un pro total ? Un pro total. Travailler sur un seul projet à la fois ou jongler avec plusieurs projets ? Un projet à la fois. Les emojis dans les emails, bonne ou mauvaise idée ? Ah, top. Bonne idée. Bonne idée, top. Réunion de 8h du mat ou de 18h ? Aucune. Pause café, parler boulot, gossiper ? Parler boulot. Les conseils de l'invité. On a un petit jeu de cartes. Chaque paquet représente une couleur et représente une thématique. On a le bien-être, le développement de carrière, le leadership et la place de la femme dans l'entreprise. Tu pioches une carte que tu veux. Sur cette carte, il y aura une question et je te laisse y répondre. Donc, si tu veux commencer par piocher. Ok. Alors, comment gérer le stress au travail de manière efficace ? Alors, le stress, je pense qu'il y a différents types de stress déjà. En général, je suis stressée quand c'est, par exemple, une présentation pour, par exemple, un comité exécutif ou c'est des personnes, par exemple, auxquelles je ne suis pas habituée. En général, j'essaie de me préparer, en fait, pour éviter que je stresse. Et puis, beaucoup de respiration, ça, en fait, c'est con, mais ça marche. Ou des fois, en fait... Des grandes inspirations, expirations avant ta présentation. Oui, et même pendant la présentation, en fait, j'essaie vraiment d'être sûre de respirer, parce que ça m'arrivait souvent, en fait, de paniquer, alors que c'est juste parce que je respirais pas bien. C'est con aussi, mais je mets souvent de l'eau en fait quand c'est des présentations qui sont importantes.
Ça permet de s'hydrater en même temps. Ça joue. Tu fais des petites pauses. Oui. Ça peut aussi marquer, peut-être appuyer un truc que tu as envie de dire, ou toi, si tu sens que tu as un peu de stress, ça t'octroie une petite pause, ni vu ni connu. Exactement. Donc ça, c'est pendant, en fait, si c'est stress, on va dire, pendant une réunion, mais sinon, en fait, on peut avoir aussi le stress pendant tout un projet, ou voilà, donc ça peut nous impacter. Moi, ça m'a impacté sur mon sommeil, des fois. Donc j'essayais de changer, de dormir plus, de boire moins d'excitants, en fait. Par exemple, juste le café, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça peut nous faire stresser, tout simplement. Donc c'est des petites astuces, mais... Non, mais c'est bien parce que c'est des astuces pour patcher, du coup, le problème du stress. Et si en même temps, on dézoome un peu et qu'on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est stressé ? Tu vois, t'avais la première réponse, on est stressé peut-être parce qu'on n'est pas assez préparé, ou... On a peur, en fait, des fois, parce que quand on est consultant, on s'attend souvent à des résultats assez importants. Le client a souvent, en fait, des attentes qui sont très élevées, parce qu'il se dit c'est des experts, etc. Donc, moi, souvent, j'ai peur que je ne sois pas à la hauteur, par exemple, ou en fait, voilà, j'arrive pas en fait à satisfaire, on va dire, ce client par rapport à ce qu'il attendait, et puis ça impacte le cabinet, ça impacte beaucoup de choses, donc ça aussi ça me faisait stresser en fait pendant mon travail. Voilà. En fait, derrière ça, il y a une envie de bien faire, quoi. Il y a une exactement. envie de bien faire et de satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes, comme on dit. Ton client, ton manager, boss, ton manager dans ton cabinet de conseil et toi-même, du coup. Exactement. Aussi, en fait, il y a un autre type de stress que j'ai rencontré, c'est qu'on peut se retrouver avec des personnes qui sont très difficiles à gérer. Et du coup, en fait, juste avant le call, je suis stressée alors qu'il se passe rien. En fait. À l'idée même juste d'interagir avec cette personne. Ouais. Exactement. Il y a certains profils qui peuvent être un peu compliqués. Là, c'était quoi en l'occurrence l'exemple que tu as ? Là, j'ai eu des projets avec des clients du coup en Chine. Des responsables là-bas, ils sont, en fait, la gestion, leur gestion et leur management est tellement différent en fait qu'on considérait les consultants un peu pas forcément d'une très bonne façon, quoi. Donc on pouvait avoir beaucoup de jugement sur notre travail, même s'il est bien fait, etc. Donc ils sont critiques et intransigeants. C'est très froid. Oui, tout à fait. Et on n'est pas habitué à ça. Donc ça peut créer du stress. Pas facile à gérer, celui-là. Ouais, c'est vrai. Ok, tu veux piocher une autre carte d'un autre... Attends, je les mets devant toi. Ok, comment prendre une nouvelle fonction et s'adapter à un nouvel environnement. Oui. Bon, là, ça tombe bien. Ouais, je pense que ça, je l'ai refait plusieurs fois. Je le redis encore, donc la curiosité, parce que voilà, il faut apprendre. Ce n'est pas uniquement en fait un nouveau boulot, un nouveau travail, mais c'est aussi un nouveau environnement, de nouvelles personnes. Il faut faire beaucoup d'observations. Moi, je dirais, faut regarder en fait comment, quelle est la culture d'entreprise en fait. Il y en a il y a des entreprises qui prennent des cafés 3 fois par jour. Il y en a, ils prennent pas du tout de café, donc c'est des petits détails. Ça peut paraître anecdotique, mais dans les faits, ça démontre quand même la culture de la boîte et surtout toi ton quotidien en fait. C'est vrai que la question du café, du lunch, on peut se dire. On s'en fout, écoute, tu prends un café, t'en prends pas, c'est ton problème. Mais dans les faits, ça démontre beaucoup plus de choses. Ça démontre la capacité des collaborateurs à interagir entre eux. Il y a quand même beaucoup de sujets, je trouve, qui se gèrent avec le chit-chat du café, justement. Exactement. La conversation informelle, grâce à laquelle tu as plein d'infos. Forcément, quand t'as pas cette culture de la petite pause et des échanges, ça, tu l'as pas. Et même, je trouve, ça joue énormément sur ton moral en tant que... Tout à fait, oui. Là, je pense que nous, on parle vachement de ça parce qu'à Hong Kong, en fait, ça ne se fait pas. C'est ça. Et que je pense que c'est quelque chose qui nous manque, en fait, cette relation avec l'autre, avec nos collègues, parce que... on passe 10 heures par jour au taf. Si t'es tout seul derrière ton ordi,
Oui. Pour nous, je pense qui avons l'habitude de la France Mm. et d'être vachement attachés au moment informel, donc du café, du lunch, etc. Je pense que pour nous, ça nous manque énormément. Oui, Vraiment, toi, ça me en fait fait, c'est ça, hein, complètement. Et surtout aussi le télétravail, en fait, ça, c'est un petit peu différent pour s'adapter à une nouvelle fonction quand on est à distance. Moi, j'avais commencé mon dernier job, du coup, à distance, à 100% à distance. 100% remote. Ouais, 100% c'est dur. remote. Donc c'est aussi. C'est pas. En fait, on va s'adapter. Enfin, quand on est en physique, c'est plus facile, puisqu'on a les collègues, on a un manager qui va un peu guider, nous présenter, etc. Mais quand on est en remote, c'est différent, en fait. Si vraiment on va pas vers les gens, on peut se sentir vraiment très isolé et pas. On va avoir du mal à s'adapter et à comprendre, en fait, la culture de l'entreprise, en fait. Ouais, à comprendre la culture et même, je pense, à comprendre quelque chose qui est assez qui est présent dans toutes les entreprises, mais de manière peu perceptible, c'est quand même la politique. Oui. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon de faire de la politique en entreprise ? C'est pas le débat, mais le fait est que c'est existant. Et quand t'es pas sur place, tu peux pas vraiment toucher, sentir un peu cette politique. Je trouve que c'est quand même plus dur. Mais du coup, là, si je résume un peu ce que tu as dit, donc c'est observation, curiosité, être avec les autres, faire cette démarche d'aller vers l'autre. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre point important pour permettre aux gens de bien s'adapter sur une nouvelle prise de poste ? Non, je pense que ça, c'est les points un peu essentiels. Après, faut rencontrer le maximum de personnes et c'est eux qui vont nous donner les infos en général de comment ça se passe dans l'entreprise. Moi, je pense juste à un dernier truc là, c'est la partie jugement. Parce qu'on peut être amené quand on arrive dans une nouvelle boîte, ou même nous, en tant que consultante, quand on arrive sur un nouveau projet, de se dire oui, mais alors, dans l'ancienne boîte, on faisait comme ça, la bonne pratique, c'était ça, je comprends pas trop pourquoi vous avez mis ça et ça en place, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Même si la démarche elle est bonne, tu vois, l'idée c'est de dire bon bah voilà, moi j'ai déjà vu ça sur les 4 précédentes entreprises, tout le monde fait la même erreur, c'est pas grave, par contre je vous donne la bonne pratique. Je pense que bon, alors quand on est consultant, ils attendent ça de nous, donc c'est plutôt pas mal. Quand tu changes de job, je pense que cette partie un peu jugement en disant non mais ça fait 20 ans que vous faites comme ça et c'est trop nul, moi je vais vous expliquer comment faut faire, je pense que ça peut être un peu dérangeant et un peu être mal pris au début. Oui, en fait, moi je dirais que voilà, au début, faut pas être le conseiller en fait de la boîte parce qu'en fait, c'est pas forcément notre rôle déjà au début et puis c'est pas forcément, je dirais, bien vu en fait. On va juste se faire des ennemis facilement, mais je suis complètement. Donc après, potentiellement après un an ou voilà, quelques temps en fait dans l'entreprise, on peut donner en fait des remarques, des commentaires, mais une fois qu'on a aussi une vue d'ensemble. Parce qu'au début, t'arrives avec tes gros sabots, mais finalement, tu sais pas du tout. T'as pas une vision 360, à moins que tu sois le nouveau CEO et que t'aies plus de visibilité. Après, t'as des entreprises qui proposent aussi des programmes en fait, de formation, des choses comme ça. Donc, il faut pas hésiter d'en profiter en fait pour se former, c'est l'occasion. C'est un peu le moment où on peut demander de se former à des nouvelles compétences ou des choses qui peuvent nous aider sur notre fonction. Complètement. Trop bien. Du coup, là, on peut passer à la pile bleue, c'est compétences et leadership. Ok, alors, bon, je vais peut-être pas prendre la première cette fois-ci. Allez, prends celle-là. Alors, comment exploiter tout son potentiel et celui de ses collaborateurs. Pour le potentiel, moi je dirais que tant qu'on va dans la direction qu'on veut et on va vers les métiers qu'on souhaite, je pense que c'est plus facile d'exploiter notre potentiel, mais aussi je pense les retours de nos managers, des personnes avec qui on travaille. Ça peut nous aider en fait à savoir en fait quelles sont les parties cachées en fait, parce qu'on les voit pas forcément.
Moi, de mon expérience, mon manager, par exemple, mon dernier manager, souvent, il me disait, mais ça, tu peux faire, en fait, parce que ça, tu l'as fait, tu es capable de le faire, etc. Et du coup, ça me pousse à déjà avoir confiance et puis me dire, ah ben oui, c'est possible, en fait. C'est juste que des fois, on peut se donner, se limiter. S'auto-limiter, ouais. S'auto-limiter et se mettre des barrières nous-mêmes. Alors que faut juste avoir confiance et avancer et voir ce que ça donne. Donc, je trouve qu'il y a depuis plusieurs mois, on parle énormément des croyances limitantes. Alors ça, je sais pas si c'est un terme que tu as entendu, moi je l'entends énormément en développement personnel, mais en fait c'est ce que tu es en train de dire, c'est le fait de s'auto-limiter en pensant que nos compétences sont pas suffisantes pour arriver à un résultat X, Y, Z, alors qu'en fait, pourquoi pas finalement, t'essayes et bien souvent, en fait, cette compétence, tu l'avais en toi. Oui, exactement. Ou tu la développes. Mais oui, en fait, dans le conseil, en fait, ça permet aussi d'apprendre qu'on est capable de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, comme souvent on est sur des missions, des fois assez courtes, où on découvre le projet au début, et puis 3 mois après, on est expert, on comprend, tout va bien. Donc, ça crée aussi une certaine confiance de se dire, en fait, je peux apprendre en fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que tu penses qu'on peut... tu sais, la phrase « fake it until you make it », est-ce que tu penses que ça peut aider justement un peu à développer son potentiel en disant en fait, je ne savais pas faire, j'ai fait genre je savais, et à la fin, j'ai vraiment les compétences. En fait, ça marche comme ça, en fait, parce qu'au début, il faut pas faire semblant, mais il faut prendre en fait la position de l'expert. Dans le conseil, je précise. Oui, dans le conseil, en fait. Voilà, on va aller lire sur des choses, apprendre, se documenter, etc. Et puis on arrive avec un bagage, et puis au fur et à mesure, en fait, on le développe, et puis on se rend compte qu'on a appris tellement de choses, en fait. Donc c'est comme si on se forme à quelque chose. En fait, au début, en fait, on est en train de découvrir, et puis par la suite, avec la pratique, ça devient plus facile. Donc si je résume, comment développer son potentiel ? En croyant en soi déjà, et en ne se limitant pas, et en essayant. Et avec le temps, en fait, son potentiel sera déployé. Et en faisant un métier qui nous plaît. C'est ça aussi que tu disais au début. Forcément, si tu es très créatif et manuel et que tu fais un travail qui nécessite ni créativité, ni utilisation de tes mains, c'est vrai que du coup, ton potentiel ne sera pas forcément exploité. Il va être limité. Ouais, ok. Et si tu veux aider tes collègues à développer leur potentiel, comment tu ferais ? Ou ton équipe ? En fait, il faut arriver à identifier un peu les qualités des personnes. C'est un travail de manager qui va observer, j'imagine, au fur et à mesure en fait, des projets, de l'évolution de la personne, et puis les conseiller en fonction de vers où ils peuvent y aller, en fait. C'est surtout en fait les encourager, parce que je pense que souvent on a juste besoin de quelqu'un derrière qui va nous pousser, qui va nous encourager, un peu en toi, et qui dit exactement. Ça va aller. Oui, mais c'est plus en fait, je dirais, un aspect psychique potentiellement qui va être important que de faire en fait les choses. Ouais, en fait c'est complètement développer les relations interpersonnelles. Booster la personne, ça n'a rien à voir avec les compétences techniques, c'est vraiment... C'est dans la tête. Et alors la dernière pioche, c'est la mienne, c'est mes cartes Joker. J'ai 3 questions et je vais en choisir une pour toi. Comment trouver du sens dans son travail ? Moi je dirais que ça dépend de chaque personne en fait. C'est différent parce que chaque personne va avoir des valeurs qui sont différentes, des principes qui sont différents. Et en fonction, en fait, elle peut trouver du sens. Quelque chose qui... par rapport à ses valeurs, ça lui permet d'être satisfaite, qu'elle a un sentiment de faire quelque chose de bien, en fait, que ça soit autour... T'allais dire d'utile ? Ouais, d'utile moi, aussi, moi, je pense que c'est important, ça, la question d'utilité. Bon, après, c'est une notion qui est hyper subjective, quelque chose qui est utile pour moi pourrait ne pas l'être pour toi. Exactement. Mais dès lors où, à la fin de la journée, tu dis « Ah, en fait, j'ai fait ça et ça, et je me sens utile pour...
Ça chacun à son échelle, juste pour une personne, pour une entreprise ou pour la société. Enfin, bon, chacun à son échelle de valeur, comme tu as dit, mais ouais, je pense que c'est hyper important. Tout à fait. Et en fait, notre métier, il peut aussi être vraiment lié parce qu'il y a des métiers où on est vraiment utile. En fait, par exemple, quand on est dans le domaine médical, moi, je me dis, ces personnes, waouh, je veux dire, ils sont vraiment là pour aider l'humanité, enfin, les personnes qui sont malades, etc. Donc, après, il y a des métiers où on ne l'observe pas directement. Dans le conseil, par exemple, on est là pendant 3 mois, 6 mois pour aider une entreprise à développer un outil ou des choses comme ça, mais on voit pas forcément le sens direct que ça va apporter en fait à l'humanité ou aux personnes. Ouais. Donc après ça c'est un peu ça apporte différent. Pas à la société. Exactement. Enfin, ça apporte à l'entreprise pour laquelle tu bosses. Après tu peux aussi trouver du sens dans la nouvelle compétence que tu as acquise. Oui. Je me suis développée sur ça ou après est-ce que je drop ça là, mais est-ce qu'il faut même trouver du sens dans son travail, tu vois, au final certaines personnes vont te dire que non, que t'as pas besoin de trouver du sens pour être heureux, pour être épanoui ou parce qu'il y a autre chose que le travail dans la vie. Du coup, trouver du sens dans son travail, ça reviendrait à trouver du sens dans sa vie. Enfin, bref. Oui, ça peut être très complexe en fait, parce qu'en fait chaque personne est différente, chaque personne a une vision différente. Mais justement, par exemple, moi quand je travaille sur mon side project, pour moi c'est un projet qui a vraiment du sens en fait parce que ça aide les artisans, c'est des produits à base de matières naturelles, donc pour l'environnement c'est bien. Donc en fait on peut faire en fait des choses en parallèle, pas forcément directement liées à notre travail principal, qui nous donnent vraiment du sens et donc ça peut être, on peut jouer en fait sur des aspects différents. Complètement. Et donc pour toi, au-delà donc tu trouves du sens dans ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu trouves aussi du sens dans ton salariat ? Ça dépend des projets. Il y a des clients dans des domaines où on sent, par exemple, si j'avais bossé pour des projets pour des associations, c'est complètement différent que quand on travaille pour une grosse structure de cosmétiques ou de mode ou quoi, qui est très très grande et on sait très bien qu'ils ont des ressources qui sont très importantes. Donc ça dépend et puis on équilibre par-ci par-là. Ouais, complètement. Écoute, sur cette question du sens, je te propose qu'on termine l'interview. Merci beaucoup, Kautar. Merci à toi. Et, bonne journée. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. S'il t'a plu, je t'invite à le partager à un ami, un proche ou même un collègue et à mettre 5 étoiles au podcast, ça lui permet d'être plus visible. Tu peux aussi venir en discuter avec moi en DM sur l'Instagram du podcast, c'est propulse.podcast. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée.